bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com, voixli2es.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. Julien, 37 ans, à bord de mon voilier qui s'appelle Nina et qui est amarré actuellement à l'extérieur du brise-clapot de la Trinité-sur-Mer, en Bretagne. Super. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ta première fois en bateau? Tu avais quel âge? C'était où? Qu'est-ce que c'était? Alors la première fois, alors là c'est une question qui est un peu difficile dans le sens où je suis issu d'une famille de marins. L'histoire que mes parents m'ont racontée, c'est en gros mon père est un ancien officier de marine marchande. Ma mère, qui était étudiante à l'époque, est venue le rejoindre à bord du cargo sur lequel il était officier, au large des côtes de l'Afrique. Et moi, je suis né 9 mois plus tard, à côté du port à Sainte-Adresse, donc qui est juste à côté du port du Havre où était basé mon père. Donc voilà. Tu es né sur un bateau, donc. Non, j'ai été conçu sur un bateau. Je sais pas si ça compte. Après, j'ai de vagues souvenirs. Donc là, ça remonte à l'époque de mes premiers souvenirs. Donc je devais avoir moins de 2 ans, d'avoir soit été à l'embarquement ou au débarquement de mon père, qui a arrêté, on va dire, après mes 2 ans. Donc j'ai des souvenirs de la taille du bateau, des lumières, parce qu'il faisait nuit, donc c'était les lumières des hublots, sur le château arrière du cargo, et le bruit des grues. Donc ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs. Je devais avoir moins de 2 ans, ça c'est sûr. D'accord. Après, j'ai pas vraiment navigué, ça compte pas. Donc on va dire que les vraies premières fois, c'était sur le bateau de mon grand-père, donc il y avait un petit bateau de pêche côtier, qui s'appelait le Bretagne, qui était basé au port de Saint-Guénolé dans le Finistère. Mmh. Et donc là, je devais avoir 3-4 ans. Donc là, j'ai navigué plusieurs fois avec lui. Donc c'était pose de casier, pêche à la ligne, remontée des casiers. Et puis je l'accompagnais aussi amener des crustacés ou les poissons directement au restaurant du coin. D'accord. Donc c'était des navigations à la journée et au large du pays Bigoudin. D'accord. Donc ça, c'est plutôt des expériences bateau à moteur. Et du coup, tu as découvert la Bateau à voile moteur. comment? J'ai découvert la voile à l'âge de 6 ans. Un parcours, on va dire, classique. C'était tous les étés au cercle de voile de Pinmar. Mes grands-parents maternels habitaient à côté. Donc j'ai fait 6-7 ans de l'optimiste et après j'ai évolué jusqu'à mes 13 ans en catamaran, des petits New Cat 12, puis 14 et Hobby Cat 16 pour terminer. D'accord. Donc effectivement un parcours assez classique quand on est jeune Voilà. pendant les vacances. D'accord. Comme jeune breton ou d'autres. Après, on va dire que il y a eu une très grande parenthèse ou abstinence, enfin les deux. Mmh. Donc les hasards de la vie m'ont amené, les études, plus des voyages, plus des longs séjours, expérience à l'étranger, l'Islande pendant 5 ans, la Chine et la Corée, l'Asie en général, on va dire pendant 8 ans, où j'ai pas vraiment eu l'occasion vraiment de faire de la voile. Si j'ai dû faire peut-être une sortie
en 4-20 avec une fille en Islande qui faisait partie de l'équipe olympique islandaise. D'accord. Et une petite sortie en catamaran aussi, enfin dire catamaran léger sur une base de loisirs à côté de Shanghai en Chine. Donc ça, c'était, t'es un globe-trotter, donc j'en comprends, tu as beaucoup voyagé un peu autour du monde. C'était dans le cadre de tes études, du boulot ou Les deux, les deux? on D'accord. va dire voilà, boulot et études. Hmm. Études D'accord. dans un premier temps et boulot par la suite. Ok. Donc plutôt dériveur 420 là quand tu étais en Islande. Comment Ouais. t'es venu à la voie habitable du coup? Euh, J'y suis venu je veux dire, j'avais navigué quelques fois disons, sur le voilier d'amis de la famille, mais bon, sans vraiment m'y intéresser. On va dire la première fois où je me suis mis sérieusement, c'était en 2016, donc c'est assez récent. C'était sur le voilier d'un ami qui venait d'acheter un vieux Dufour 29. Et donc c'était une époque dans ma vie où il y avait de grands bouleversements. On pourra y revenir plus tard si tu veux. Mhm. Et donc j'ai commencé à naviguer avec lui tous les week-ends et puis pouvoir à la semaine. On a écumé un peu toute la côte sud de la Bretagne. D'accord. Et c'était quoi le c'était un Dufour 29 d'un ami, c'est ça? Donc Ouais, c'est ça. d'accord. Il venait d'acheter un Dufour 29, donc bateau des années 70, petit voilier habitable. Ok. Donc j'ai commencé, on était parti de Vannes, lui il est vannetais, et le Golfe, les îles, ouais, toute la côte sud de la Bretagne, quoi. Et donc ça c'est quelque chose qui a déclenché quelque chose chez toi pour Voilà, ouais. voilà. En fait, je pense que ça aurait été la question suivante. Quel est le projet? Enfin, Mhm. qu'est-ce qui a déclenché? L'élément déclencheur, on va dire, c'était vraiment cette navigation-là, mais j'avais déjà des idées en tête. Si tu veux, faut revenir quelques années en arrière. Donc, du genre, si on revient 10 ans en arrière, j'étais, on va dire, jeune cadre dynamique pour un gros groupe industriel suédois, le plus jeune expatrié de l'histoire du groupe en Chine. Donc, professionnellement, ça marchait plutôt bien. Mhm. J'étais à quelques mois d'une très grosse promotion. Euh, Sauf que dans la vie, la vie est pleine d'imprévus. Donc ma mère est tombée gravement malade, donc un cancer. Et quand elle a su qu'elle s'en sortirait pas, elle m'a demandé de rentrer. Donc j'ai D'accord. démissionné, je suis rentré en France. J'ai retrouvé du boulot assez facilement pour un autre gros groupe suisse industriel. Et disons Et que proche de ta mère du coup? plus proche, disons que Mhm. c'était 10 heures de route au lieu de que ce soit 12 heures d'avion, quoi. Ouais, Donc 10 heures de route, c'est quand même pas mal du coup, pour le coup. c'est quand même pas mal, mais Mhm. bon, ça me permettait d'être plus présent Mhm. qu'une fois par an, quoi. D'accord. Et disons que sur le point de vue professionnel, ça s'est mal passé. On va dire on va dire mauvaise entente avec mon supérieur hiérarchique. Donc avec le cercle infernal qui s'est mis en place, le harcèlement moral, on m'a poussé à la démission. Plus ma mère, son état de santé qui se détériorait. Et donc ils m'ont licencié ils m'ont licencié, ouais, c'était une semaine assez noire, dans le sens où j'ai perdu ma mère un vendredi et j'ai été licencié le lundi suivant. Ok. Donc waouh, Donc je me suis double pris choc. ouais, double claque dans la figure. Et de là, il s'est écoulé un an et demi, on va dire, le temps de faire le deuil, et puis c'était un an et demi un peu de souffrance, de reconstruction, avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en cause, bah de, de tout en fait, tous les choix de vie que j'avais fait jusqu'à présent. Et je me suis Mhm. posé vraiment beaucoup de questions, genre qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et quels sont les souvenirs que je veux garder en fait
en me projetant à très long terme. Parce que donc de là, j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai D'accord. commencé je suis passé de cadre technico-commercial à crêpier. Donc faire des crêpes. Faire des crêpes, voilà, tout simple. D'accord. Un Ok. truc banal, tout simple, mais Breton. disons que Truc breton. voilà, breton, un peu un retour aux racines. Ce Mhm. qui a déclenché, c'est, je rangeais des photos de famille et je suis tombé sur une photo de mon arrière-grand-mère, Bigouden, que j'ai Mhm. connue. Elle est morte, je devais avoir une douzaine d'années, qui faisait des crêpes dans son penty à Pinmar. Et donc ça a été l'élément déclencheur, sachant que quand j'étais en Chine, à Shanghai, j'ai vu aussi une bande de jeunes bretons débarquer, ouvrir une crêperie, et qui ont eu un succès assez phénoménal, qui en ont ouvert d'autres par la suite. Et je me suis dit, tiens, nous on s'est cassé le cul à faire des études, à avoir un bac plus 5, et en fait il fallait juste arriver avec un peu de culot et une bonne recette de crêpes. Ouais, j'adore Euh, les crêpes, hein, parce que pour info, j'ai mes parents qui sont en Bretagne aussi, à Dinard, là, dans le Nord. d'accord. Et j'adore cette région. C'est juste magnifique. Et je pense que le boulot de crêpier là, c'est probablement le truc le plus rentable dans la restauration, sachant que si tu regardes l'investissement que tu dois mettre au départ, etc., le coût de fabrication d'une crêpe, c'est vraiment le truc. Voilà, je pense que c'est un des métiers de restaurateur les plus rentables. Je sais pas si tu es C'est d'accord avec moi, rentable. mais Après, c'est rentable. Après, ça dépend. Il y a aussi les loyers qui peuvent être oui. excessivement Mais je veux chers dire, si on tu fais une possède pas les murs. pizzeria. Si tu fais une pizzeria, tu vas avoir aussi un loyer et tu vas avoir en plus un matériel assez important à acheter, etc. En Donc, termes d'investissement, ouais. Après, ouais. c'est effectivement, l'investissement pour une pizzeria est un peu plus cher que pour une crêperie, Mm. mais c'est très rentable aussi. Mm. Bon, Enfin, on c'est digresse là. certainement, oui. Voilà. Ouais. Et donc, Donc, tu t'es en parallèle, reconverti. Ouais, voilà, tu te reconvertis, voilà, tu fais des crêpes. Et donc, j'imagine que dans le cerveau, ça tourne un peu là. ça tournait beaucoup. Donc, à l'époque, je m'intéressais, on va dire, à tout ce qui était un peu habitat, on va dire insolite, mais on va dire alternatif entre guillemets. Mhm. J'aimais beaucoup tout ce qui était un peu tiny house en bois, qu'on peut tracter derrière un 4x4 ou donc avec le but, une recherche d'une certaine autonomie, donc avec panneaux solaires, peut-être un réservoir pour l'eau, etc. Donc j'avais considéré un peu tout ce qui était van aménagé, un peu la van life, parce que l'idée derrière ça, c'était d'avoir un chez moi, mais de pas être figé quelque part. En fait, à chaque fois quand j'ai fait le bilan de ma vie, en fait, à chaque fois que j'ai essayé de me poser quelque part, je me suis toujours planté. Ça n'a jamais marché en fait. Et donc, l'idée c'était d'avoir un chez moi, mais que je puisse bouger. Donc tout ça, enfin, il y avait également, j'ai fait une sorte de bucket list après le décès de ma mère, et j'avais commencé à cocher des choses, beaucoup de choses dessus. Donc un des premiers trucs, c'était que j'ai réalisé, c'était justement en 2016 ou 2017, je sais plus. C'est quand j'étais jeune, donc je passais mon adolescence en Islande, et je m'étais dit qu'un jour je ferais l'ultra trail d'Islande. Ok. Et donc c'est un jour, toujours on trouve, comme beaucoup de choses, on trouve toujours des excuses ou pas le temps, on repousse toujours Mhm. ça à plus tard. Et là je me suis dit allez go, je m'entraîne et on y va. Donc je l'ai fait. Après quand j'étais en Chine et quand j'étais étudiant, je m'étais toujours dit que je ferais le tour du pays. Sauf que quand j'étais étudiant, j'avais pas le budget. J'avais Mhm. le temps, mais pas le budget. Et après, quand je travaillais, j'avais le budget, mais j'avais plus le temps. Donc là, après une saison de crêpes, je me suis dit, ce coup-ci, j'ai l'argent et j'ai le temps, donc on y va, quoi. Donc, pendant 2 mois et demi, ce qui était assez sport parce que le pays est quand même énorme. Mhm. Pendant 2 mois et demi, j'ai fait tout le tour du pays. D'accord. Un rythme assez effréné, avec quelques
quelques bonnes mésaventures, comme 48 heures de garde à vue au Tibet pour séjour illégal. D'accord. Ouais, aller voir le Dalai Lama, c'est pas bien vu, hein, chez les Chinois. Non, c'est juste le fait que le visa chinois n'est pas suffisant pour aller au Tibet. Il faut on va dire un visa supplémentaire, D'accord. chose que je savais. Et j'y suis allé quand même un peu à l'arrache, hein. J'ai fait du stop sur une route c'était l'hiver, donc par moins 15 degrés. Et c'est un camionneur tibétain qui m'a pris et qui m'a amené au Tibet. Mhm. J'ai passé une nuit donc dans sa belle famille. Après 2 nuits où j'étais, on va dire, caché et hébergé dans un monastère. D'accord. Et le 3e jour, où en fait je devais faire le trajet retour avec le même camionneur, il a eu un contretemps et j'ai été dénoncé. Je me suis fait ramasser par une patrouille de police. D'accord. Donc premières heures un peu tendues dans le commissariat où un peu ils ont été à 3 pour on va dire pour m'écarter les doigts et déverrouiller mon téléphone avec l'empreinte digitale et aspirer Ah, le oh, contenu. d'accord. Après, j'ai passé quand même un certain temps, donc j'ai une certaine maîtrise de la langue et je les ai un peu mis face à leurs contradictions en disant mais je comprends pas, je leur ai fait que je croyais que le Tibet faisait partie de la Chine. Je dis mais Mhm. bien sûr ça fait partie de la Chine, qu'est-ce que tu sous-entends? Je dis bah regardez mon passeport, j'ai un visa pour la Chine, il est où le problème? Et donc là je les ai mis dans une situation très glissante où ils savaient pas comment me dire que oui, le Tibet fait partie de la Chine, que oui, j'ai un visa pour la Chine, mais que c'est pas suffisant pour le Tibet. Euh, donc le lendemain, ils ont fait venir un officier, on va dire plus haut gradé, parce que là, j'étais vraiment un peu dans un trou. J'étais vraiment dans le Tibet profond, non touristique, où les gens avaient jamais vu un blanc de leur vie. D'accord. Donc ils ont fait venir un officier haut gradé de l'ASA. Donc lui, il a remonté tout mon dossier, hein, de toutes mes entrées-sorties, tout mon historique de visa, de permis de séjour, de permis de travail, et qui m'a dit qu'en gros, je risquais 35 jours de prison et 5 000 euros d'amende, Mhm. ou une expulsion immédiate avec interdiction de séjour à vie en Chine. D'accord. Mais il m'a dit exceptionnellement, vu qu'en fait mon récit matchait les éléments qu'ils ont enfin retrouvés sur mon téléphone, qu'ils allaient m'expulser du Tibet et qu'ils allaient m'autoriser à continuer mon voyage. D'accord. Bon. Enfin voilà, c'est un peu pour la Des petite moments parenthèse de stress. de T'étais stress, à pied mais alors ou quoi? Tu faisais du stop tout le temps ou? non, j'ai fait tout mode de transport, hein, je veux dire D'accord. Le train. le train, le bus, le vélo, à pied, D'accord. le chameau dans le désert du Taklamakan aussi, enfin Wow. dromadaire, pardon. Mhm. Vraiment tout type de transport confondu. Un ou deux vols intérieurs, parce que bon, c'est vrai que Mhm. pour franchir des distances, le pays est quand même énorme. Ouais, j'imagine. Ouais. Euh, donc voilà, ça a été un peu un bon voyage qui m'a enfin donné foi un peu enfin qui m'a donné un peu foi en moi et du courage pour la suite du projet, on va dire, des projets. Ouais, c'est donc important que je pense que tu racontes cette histoire-là à dessein parce que effectivement c'est une importance dans le projet qui vient là. Voilà. Mhm. Euh, Donc donc qu'est-ce que après, tu voulais, c'est quoi le message en gros là? C'est le fait que, le message, c'est que en fait, en fait, j'ai dans la liste que j'ai fait après le décès de ma mère, il y avait aussi un jour je ferai le tour du monde. d'accord. Et donc là, on revient quand je naviguais avec mon ami là sur son Dufour 29, et c'est là un peu que, on va dire, les morceaux du puzzle se sont assemblés, D'accord. parce que quelque part, un voilier, c'est un peu bête, mais ça a un peu l'esprit d'une tania, où c'est un espace réduit, où tu es un peu obligé de garder l'essentiel d'un point de vue matériel avec toi, mais c'est également un moyen de se déplacer, on va dire, avec le vent. Mhm. Donc il y avait
petite partie écolo, même si on sait que le voilier c'est pas ce qu'il y a de plus écologique, mais de se déplacer au-delà des continents en fait. Mhm. Et donc c'est comme ça que ça fait la petite ampoule qui s'allumait au-dessus de la tête là, Mhm. et je me suis dit ok, c'est ça qu'il me faut, c'est un voilier. Et ça réunissait à la fois l'habitat alternatif qui peut être autonome, enfin du moins en électricité et en eau. Pour la nourriture, c'est un peu plus compliqué. Mhm. Et également aussi un moyen de locomotion pour un voyage autour du monde. Ok, très bien. Donc, c'est donc suite à des événements de vie durs, quelque part, où tu te Voilà. dis, bon, quel est vraiment le sens que je veux donner à ma vie? Et donc, il y avait, j'entends quand tu me parles de ton père qui était dans la marine marchande, donc quelqu'un qui voyageait beaucoup. Le Oui, voyage, c'est quelque il chose a. de très présent chez toi depuis tout petit. Oui, Même depuis si tout toi, c'est petit. pas toi qui as voyagé, mais c'est dans ton environnement à toi, le voyage était quelque chose de très présent, quoi. À cette époque-là, j'avais une trentaine d'années, donc j'avais quasiment passé la moitié de ma vie à l'étranger. C'est ça. Donc quelque part, le fait de décider de revenir en Bretagne, de faire des crêpes, c'était aussi une certaine manière de me réapproprier mes origines et mon identité. Parce que je viens d'une famille qui est 100% bretonne, 100% même bigoudin, parce que mon père et de ma mère viennent tous les deux du pays bigoudin, tout comme mes parents, enfin mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Et il y avait aussi des marins parmi mes arrière-grands-parents. Parce qu'on c'était à l'époque, c'était la pêche ou l'agriculture. Donc on va dire dans la famille, c'était beaucoup la pêche. Enfin après, il y avait pas que, il y avait aussi la marine marchande, la marine nationale. Mais bon, ouais, c'était vraiment. Enfin, c'est inscrit enfin c'est presque inscrit dans mes gènes en fait quelque part. C'est ça. Et du coup, donc, ces expériences et cette envie de faire le tour du monde. Et du coup, le voilier devient quelque chose de naturel, quoi. Enfin, voilà, c'est l'évidence quelque part pour toi, à un moment donné, Voilà. que ce sera le voilier, quoi. En fait, ça colle aussi à mon choix de vie. Je dis pas, dans un premier temps le temps de préparer un voilier, il y en a qui partent quasiment à l'arrache, mais moi, je voulais quand même le temps de bien préparer le voilier, de bien me former, de bien me préparer aussi. Donc, je me dis, en fait, partout il y a des ports de plaisance, ou des ports en général en Bretagne, il y a des crêperies. Donc, je me dis chaque année, en fait, si je veux, je peux changer de port et je peux trouver du boulot. Donc et donc après l'idée, si je vais aux Antilles, il y a des crêperies aussi. Après, si on continue en Polynésie, il y aura des crêperies aussi, en Nouvelle-Calédonie aussi, à la Réunion, il y a des crêperies aussi. Donc quelque part, le but du projet, c'est un peu ça, c'est un tour du monde avec des escales, on va dire travail, maintenance et boulot, pour refaire la caisse de bord en faisant un peu des crêpes un peu autour du monde dans toutes les îles françaises, quoi. Wow, ok. Ah, c'est les îles françaises, donc pas nécessairement les. Enfin, tu verras bien. Les îles françaises, c'est plus simple dans le sens où il n'y a pas besoin de visa ni de permis de travail, ce qui peut être plus compliqué dans d'autres pays. Étant aux États-Unis et attendant un permis de travail, je te le confirme, c'est compliqué. Ok, super. Donc là, on a bien compris le processus qui t'a amené à ce projet. Alors, c'est le bateau. Alors, le bateau. Quels étaient tes critères de sélection pour le bateau? Alors les critères de sélection, déjà il y avait la taille, donc je m'étais fixé entre 33 pieds et 39 pieds max, même si beaucoup de gens me conseillaient on va dire 40, enfin plus de 40 pieds. Mais bon, après il y a le budget, tout ça, la place de port, sachant que à travers ma reconversion, je le savais que j'allais avoir
j'avais pu aller voir les mêmes revenus que lorsque j'étais cadre. Donc, je m'étais fixé ça, quoi. On va dire 33 pieds mini et 39 pieds max. Catégorie A, donc Hauturière. pour pouvoir hauturière, voilà, avec une bonne isolation. Parce qu'on a tous ces souvenirs, pour ceux qui naviguent, où l'hiver, la condensation peut vite devenir un cauchemar à bord, avec les gouttes qui s'accumulent sur le plafond et qui tombent sur le visage et qui nous réveillent en pleine nuit, plus les fringues et toutes les affaires humides, froides. Voilà. Je connais bien. Donc l'isolation. Donc un Webasto à bord de série. Un Webasto ? Ouais, c'est les chauffages diesel et air pulsé. Ah, ok, d'accord. Je connaissais pas ce nom-là, mais ok, très bien. C'est une marque. C'est un des plus répandus, on va dire. D'accord. Ça pompe un peu de gasoil de ton réservoir principal. Et tu as un petit système de ventilation avec des gaines qui passent dans le bateau et des bouches dans les différentes cabines ou dans le carré ou la salle de bain. Et donc ça chauffe, ça consomme un peu d'électricité, surtout au démarrage, un peu de gasoil aussi, et après c'est relativement sobre quand même en termes de consommation. Et ça assèche un peu tout ça, ouais. Ça assèche tout ça, ouais. Ok. Donc ça c'est pour. C'était un critère. Vraiment, donc là, la taille et l'isolation et le chauffage. Voilà, la catégorie A, donc forcément. Oui, pardon, la catégorie. Oui. Après, je m'étais mis aussi un réservoir d'eau de taille minimum. J'avais visé à peu près 250 litres pour avoir une certaine autonomie. Quoi d'autre? Oui. Suite à un stage au Glénan et une mauvaise expérience, on va dire, où on s'était pris un paquet de mer, une vague un peu plus grosse que les autres, qui avait vraiment passé par-dessus le bateau et qui était rentré dans la descente qui était ouverte. Je me suis dit que certains bateaux qui ont des petits pare-brises, brise-lames devant la descente, ça pouvait être pas mal. Donc c'était un critère, mais on va dire secondaire. D'accord. Donc après, bateau réputation solide et avec aussi, on va dire, qui sont connus pour avoir une faible décote dans le temps. Et puis on va dire, dernier critère, c'était construction entre 1990 et 2000. D'accord. Très bien. Donc ça, c'était quand même relativement clair, ouais. Ouais, pour avoir un bateau ni trop vieux, ni trop récent, quoi. Et tu avais une idée de la marque, par exemple, ou est-ce que c'était vraiment tous ces critères-là, ça te permettait d'avoir une palette très large, ou tu avais quand même une idée de ce que tu voulais? Ouais, en fait, avec tous ces critères, il y a 3 chantiers qui se sont dégagés. D'accord. Donc il y avait 2 chantiers suédois, donc Albert Rassi et Najad, et Étape, chantier belge aujourd'hui disparu. Ouais. Disons que mon coup de cœur, c'était vraiment pour si j'avais eu le budget, mais c'était hors budget, c'était le Albert Rassi 37 qui m'aurait vraiment plu. C'est des très beaux bateaux, les Albert Rassi, et puis très chers, effectivement. Ouais. Très cher. Et donc du coup, je me rabattais plutôt sur des Albert Rassi plus petits, du genre les 36 première génération. 352. Après, il y avait le 31. Qui était un peu petit. Sinon, il y avait le Najad 33 ou 331. Qui était dans la fourchette de budget accessible. Et parmi les étapes, il y avait on va dire le 34 et le 39. 38i, 39S qui était dans le... D'accord. Donc voilà. Alors du coup, t'as mis comment ça s'est passé la recherche? Comment t'es passé par des brokers? T'as regardé sur Internet? J'ai surtout regardé sur Internet. J'ai commencé assez tôt les recherches, donc même avant même d'acquérir un niveau suffisant pour naviguer de manière autonome.
parce que la formation, elle s'est effectuée en parallèle, quoi. J'ai commencé les premiers stages avec les Glénans dès 2017. Donc, Ok. niveau Si tu veux 1, bien, ouais. on y reviendra. On termine sur le bateau et on reviendra justement sur cette formation. C'est intéressant, je pense, effectivement, pour les gens qui voudraient partir solo, que tu nous expliques. Alors, du coup, donc tu regardes sur Internet. Ça a pris combien de temps? T'as vu combien de bateaux avant de choisir Nina? Avant de choisir Nina, ouais, j'ai vu, je sais pas, 6-7 bateaux. D'accord. J'ai commencé les premières visites en 2016 et j'ai acheté Nina, qui s'appelait pas Nina à l'époque. Euh, c'est moi qui l'ai rebaptisé. Mhm. Je l'ai acheté en septembre 2019. D'accord. Tu l'as trouvé donc dans le coin où tu étais ou t'as dû Voilà, faire des... c'est ça. Ouais. Il était dans un chantier à Arzal. Donc c'était assez proche parce que la maison de famille était à côté d'Auray. Et c'est un peu ça en fait. Suite au décès de ma mère, mon père a refait sa vie et donc a vendu la maison de famille et c'est un peu ça qui a précipité les choses. Dans le Mhm. sens où la maison de famille c'était un peu mon point de chute entre deux voyages, entre deux. C'était un peu l'élément on va dire fixe et central de ma vie, enfin pendant très longtemps. Et Mhm. là, le fait que j'allais me retrouver un peu, pas à la rue, j'aurais pu loger dans de ma famille, mais que j'aurais plus de chez moi quelque part. Donc ça a vraiment précipité les choses et donc ça a précipité l'achat du bateau. D'accord. Parce que le bateau enfin, ouais, j'ai fait un premier acompte en août 2019. La vente a été conclue en septembre 2019 et la maison a été vendue euh, début novembre. Donc le déménagement, enfin, on a vidé la maison courant octobre en fait. D'accord. Donc c'était vraiment Donc très rapide. Mhm. ça a été très rapide, ouais. Et alors comment tu trouves ce bateau? Il répondait donc j'imagine à la plupart des critères. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas? Est-ce qu'on a comment quand on achète une maison à un moment donné on doit toujours faire un compromis parce qu'il y a jamais tout ce qu'on veut. Est-ce que là c'était le cas ou est-ce que tous les critères étaient cochés là? Euh, Tous mes critères étaient cochés. Euh, Après, c'était vraiment la taille la enfin, maximum. Donc c'est vrai qu'un 39 pieds, ça commence à être gros pour manœuvrer Pour en un solo. solo, ouais. Mm. Ouais, ça commence vraiment à être gros. Donc j'ai fait quelques sorties solo, mais ça reste c'est assez rare parce qu'en fait c'est vraiment on va dire assez épuisant parce que c'est vraiment un bateau qui est fait pour naviguer il faut au moins moi je dirais 3 personnes pour naviguer de manière confortable quoi. Mhm. 4 ça peut être mieux parce que 4 on peut faire des quarts, mais pour des manœuvres importantes il faut vraiment être 3. Mm. Mm. D'accord. Et est-ce que, enfin, c'était un particulier, comment ça se passe? Oui, j'ai acheté sous pavillon britannique. Donc c'était D'accord. un vieux couple de retraités britanniques qui devaient avoir plus de 70 ans les deux. Donc eux, c'était leur deuxième bateau. Ils avaient eu d'abord un étape 38i, donc l'ancienne génération du 39S qu'ils avaient acheté neuf et qu'ils ont vendu pour acheter le 39S. Mhm. Donc eux, ils étaient partis du Royaume-Uni et ils avaient principalement navigué en Méditerranée. Ils se sont fait une belle frayeur et ils ont décidé qu'il était temps de passer la main. Mhm. Donc ils l'ont vendu comme ça. D'accord. Donc ils l'avaient ramené à Arzal parce que ils avaient trouvé un peu des traces d'osmose au niveau du safran. Donc et ils avaient d'autres amis parce qu'il y a pas mal de Britanniques qui sont à Arzal ou La Roche-Bernard. Donc ils l'ont ramené là pour faire un traitement, on va dire, en partie curatif et préventif d'osmose. Ouais. Donc moi quand je l'ai vu la toute première fois, il était dans le hangar, donc il est resté au sec à sécher 1 an et demi et on va dire
Il venait d'être traité, donc il y avait encore cette enduit un peu de couleur grise sur la coque. D'accord. Et il était dématé aussi quand je l'ai vu la première fois. Et alors, du coup, tu l'as fait expertiser quand même? Parce que j'imagine que quand on te dit osmose, alors il y aura un podcast qui va sortir là où j'ai eu une discussion avec un couple là qui est parti aussi un peu autour du monde en famille là. Et je pose souvent la question quand on achète le bateau, est-ce que vous faites des expertises ou les risques d'osmose et tout. Alors lui il me disait, bah, écoute, s'il n'y a pas eu d'osmose pendant 10 ans, si tu vois pas de cloque sur la coque, c'est que probablement il y en aura pas. Mais donc toi déjà tu partais où ils avaient été honnêtes avec toi en te disant on a un problème d'osmose, on a eu un problème d'osmose et on a. Sur cette partie-là, oui. Après, il y a eu d'autres vis cachés, Oui, on là en on va parlera en plus parler. tard. Après, on va dire honnête sur cette partie. Après, j'ai vu les photos du chantier, donc c'était léger. Il y avait une dizaine une dizaine de bulles très légères, des petites bulles d'impact, enfin petits impacts liés à l'osmose, qui étaient vraiment sur le cul du bateau, proche du safran. D'accord. Et le reste de la coque était saine, quoi. Mais ils l'ont quand même traité. Enfin, ils ont traité cette partie-là en curatif et le reste en préventif. D'accord. Donc du coup, t'as fait une expertise quand même ou t'as estimé Non. que c'était pas nécessaire? Non. Enfin, c'est surtout que vu que c'était un 39 pieds, j'arrivais dans la fourchette haute de mon budget. Et donc là, je commençais à compter chaque euro. Et donc du coup, j'ai décidé, à tort, de me passer d'expertise. J'ai fait 4 visites, donc avec mon père et ma belle-mère qui eux vivent 6 mois, enfin vivent la moitié de l'année sur un voilier qui est basé aux Antilles, plus d'autres amis propriétaires de bateaux. Donc on a regardé un peu en bateau de fond en comble. On a vu des choses. On a vu des choses sur le moteur. Donc j'ai acheté. Enfin, on a vu que la quille aussi. On a vu déjà que la quille avait des choses de fait. On a vu qu'il y avait qu'il y avait de la strate qui avait été faite au niveau de refaite au niveau de la quille. Que le joint était pas tout à fait propre. On a vu qu'il y avait des choses à changer comme les taquets, etc. Donc j'avais budgété certains travaux en plus du prix de l'achat, ce qui m'a servi aussi pour négocier un peu le prix. Et il y a aussi le fait que les Britanniques ayant voté le Brexit, la livre sterling avait pris une grosse claque, et ce qui m'a avantagé en achetant en euros aussi. D'accord. Intéressant. Donc t'as quand même, malgré toutes ces petites choses qui semblaient être le joint dont tu parlais, le fait qu'ils aient restratifié l'acquis ou je sais pas, enfin ce que j'ai compris. Du coup, mais t'as quand même décidé que c'était ok. Ouais, parce que le bateau, sinon le reste pour le bateau correspondait vraiment à ce que je cherchais, avec quelques petits bonus comme dans la salle de bain il y a une cabine de douche séparée, donc ce qui est vraiment agréable quand on habite à bord. Ça permet de se doucher à bord sans arroser partout, enfin toute la salle de bain. Donc ça c'était un petit plus. C'est une configuration avec combien de cabines? 2? Donc c'est un modèle. Enfin le modèle existait en 3 cabines. Et celui-là, c'est un 2 cabines. D'accord. Donc avec la 3e cabine est remplacée sur ce modèle-là avec un énorme coffre, donc accessible depuis le cockpit et par l'extension de la salle de bain, et qui est aussi la cabine de douche. Donc le but, c'était d'avoir un maximum de rangement. Donc en version 3 cabines, j'aurais sacrifié forcément une cabine. D'accord. Pour pouvoir stocker tout ce qui est outillage, pièces de rechange, etc. Les voiles, etc. Les voiles, ce que beaucoup de gens font avec un bateau 3 cabines, j'imagine. D'accord. Super. Et donc, pas de convoyage puisque tu étais directement sur site, quoi. Si, on a fait un convoyage de Arzal à la Trinité-sur-Mer.
Je me rends pas compte, ça fait quoi comme distance? Parce que je ne vois pas où c'est Arzal en fait. Arzal, c'est dans l'embouchure c'est un barrage qui est sur l'embouchure de la Vilaine. Donc D'accord. ça fait, c'est pas très loin, hein, c'est 5-6 heures de navigation, quoi. D'accord. Donc ouais, petit convoyage. Donc convoyage avec les anciens propriétaires. C'est un peu une sorte de passage de relève. C'était un point que Négocier. sur lequel j'avais négocié, voilà. Donc convoyage assez rock'n'roll qui aurait pu rapidement tourner au drame. Ah ouais. Parce qu'en fait, dans l'écluse du barrage, je me suis rendu compte qu'en fait que l'embrayage fonctionnait mal. Donc il n'est pas D'accord. passé du premier coup. Donc pour faire une marche arrière et s'arrêter, prendre les pendis dans l'écluse, ça a été un peu, Le sport. disons, le bateau un peu sport. Le bateau a légèrement frotté. Il garde une légère trace de ça. Je me suis dit, ok, embrayage à vérifier. Après, j'avais un doute sur les batteries aussi. Je me suis dit, bon, 5 heures, ça devrait tenir. Et en fait, non. On a commencé à descendre la Vilaine au moteur. Et là, il y a une batterie qui a pris feu. Enfin, qui a craqué, qui a pris feu. Ok. Donc, enfin, elle a pas pris feu, mais elle a commencé à fumer. Ok. Donc, un peu la panique à bord. Donc, on a coupé le moteur parce que du coup, si on va dire si l'alternateur n'a plus, enfin, n'a plus des batteries pour lesquelles envoyer le courant, c'est l'alternateur qui risque de lâcher. Donc on a envoyé les voiles, mais il n'y avait pas assez d'air pour être manœuvrant. Donc on s'est joliment planté dans la vase au plein milieu de l'estuaire de la Vilaine. D'accord. Wow. Première sortie musclée. Voilà, donc les anciens propriétaires étaient complètement dépassés par les événements. Donc moi je me suis dit mince, j'ai quand même pris contact avec le Cross-Etel pour informer un peu la situation. J'avais pris l'assurance, donc j'aurais pu être, avoir un remorquage de la SNSM pris en charge par l'assurance, mais je me suis dit pour une première sortie c'est quand même ça aurait été le pompon. Donc la veille du départ, en fait, j'avais fait un inventaire de sécu du matériel à bord et j'avais complété avec ce qui manquait, dont un bout de remorquage qui n'était pas présent et que j'ai acheté avant de partir. Et donc j'ai fait signe à un autre voilier qui passait, qui avait un tirant d'eau plus faible parce que l'étape, il a quand même 2 mètres de tirant d'eau. Ouais, ok. Donc c'est quand même assez important. Donc il y a un autre voilier qui s'est approché, j'ai pu lancer le bout de remorquage et il a réussi à nous dégager à la 3e tentative. Et il nous a ramené au ponton d'attente devant le barrage d'Arzal. Où là, on est allé acheter des nouvelles batteries et puis on a remplacé les anciennes et on est reparti avec la marée suivante à la Trinité. D'accord. Alors c'est les anciens proprios qui ont payé les batteries ou vous avez partagé? Non, même pas. Même pas, d'accord. Ouais. Bon, okay. Après, c'est vrai que j'avais négocié une bonne remise, mais je pense que par rapport à ce que j'ai découvert derrière, c'est quand même payé trop cher. Bah alors, on peut y venir maintenant. C'était des gros soucis de quilles. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Avant ça, il y avait autre chose. Avant la quille, il y a eu le moteur déjà. Donc le moteur, j'avais des gros doutes sur l'échangeur. Voilà, le coup d'échappement était clairement à remplacer. L'échangeur, j'avais bon espoir de pouvoir le récupérer après un bon nettoyage, un décrassage. Je savais que j'avais le joint du C-Drive qui était à faire aussi. Donc j'avais projeté à peu près 5 500 € de travaux sur le moteur. En fait, j'en ai eu pour 8 500 parce que l'échangeur était mort, irrécupérable. D'accord. L'embrayage était effectivement à changer aussi. Donc voilà.
Après, j'ai eu une autre mauvaise surprise sur le safran. Donc là, je pense que de toute façon, même un expert ne l'aurait pas vu. Je peux console comme ça. C'est qu'en fait, le palier inférieur du safran, donc n'avait pas été remplacé. Il avait un peu, l'aluminium avait un peu sulfaté, gonflé, et ça avait craqué la strate du tube de chaumière. Donc j'avais une voie d'eau D'accord. dans le cul du bateau. Et plutôt que de, on va dire, extraire le palier et le remplacer, ils ont gratté la strate existante, ils ont restraté et rejeté le côté par-dessus. D'accord. Et Donc ce qui sans explique peut-être résoudre l'osmode là, ou du coup, non? peut-être, j'extrapole. je sais pas, je suis pas sûr. Mais donc en gros, je m'en suis aperçu que à la première sortie de l'eau, donc été 2020. Donc je me suis rendu compte que le safran avait pris l'eau aussi. Donc à la limite, c'est un problème assez récurrent sur les bateaux d'une vingtaine d'années. Donc c'est un surcoût supplémentaire. Donc avec changement, réfection du safran, remplacement du palier et remplacement du tube de chaumière aussi qui avait été déformé avec la voie d'eau en fait, la strate qui avait craqué, ça avait un peu aussi déformé le tube de chaumière. Donc gros surcoût. Donc première année, premier été et déjà de grosses factures à payer, bien plus que pour provisionner. Et donc la quille, ouais, je savais qu'il y avait eu des choses de faites au niveau de la quille. Après, quand je m'étais renseigné sur sur des forums de propriétaires d'étapes, j'ai appris que les premiers exemplaires de la série, donc le mien faisait partie, la série était lancée en 1998, le mien est de 1999, mais il fait quand même partie des premiers exemplaires. Ils avaient eu des soucis, disons que l'étude de la liaison coque-quille était un peu légère. Ok. Donc je me suis dit, je sais qu'il y a eu un rappel, donc je me suis dit, ça se trouve la strate qui a été rajoutée, elle a fait suite au rappel des premiers exemplaires de la série. Et donc je me suis dit, ok, bon, on y va quand même. Et les premiers soucis, en fait, je les ai vus à la sortie de l'eau cet été. Cet été Sachant 2021. sachant qu'au printemps, j'ai fait des sorties un peu dans des conditions assez musclées pour voir un peu le comportement du bateau. Donc on avait 35 nœuds établis avec des rafales à 55. Donc on était sous l'équivalent de 3 riz et trinquettes de sortie. Et on s'est tapé du près pendant quasiment 12 heures. 12 heures de remontée au près. On était parti de Pornichet pour remonter à la Trine. L'aller, on s'est fait au portant, c'était en 5 heures seulement, et le retour, 12 heures auprès, vraiment, il sympa. fallait, 12 heures auprès. Dans des conditions de mer assez musclées, jusqu'à qu'on arrive un peu dans la ceinture de la presqu'île de Quiberon et les îles, où là, la mer s'est un peu calmée. Mais ça soufflait fort. C'était un bon test, hein. Malgré tout. C'était un bon test. Et c'est un bon test, mais qui là j'ai vu après qu'il y avait des fissures qui étaient apparues dans le fond de coque au niveau des boulons de quille. Yo, voilà. Là, Voilà. ça fait peur. Voilà, donc sortie de l'eau. Après j'ai vu les fissures à l'extérieur, vraiment au niveau de la liaison coque-quille. Donc j'ai demandé une expertise via l'assurance. Donc malheureusement, l'expert il a défendu l'assurance et comme c'est pas vraiment lié à un fait de mer et que c'était des événements antérieurs à l'achat du bateau,
C'était pas pris en charge par l'assurance, donc c'était pour ma pomme et pour ma poche. D'accord. Donc, mauvaise nouvelle à nouveau sur la quille. Donc là, tu as Euh, entrepris des sacrés travaux, là. ouais, déquillage, déquillage s'est mal passé. Faut dire le fond de coque, ils ont arraché le fond de coque avec la quille. Donc ça a été reconstruction du fond de coque et requillage. Mmh. Et après, en observant la quille, à mon avis, en fait, c'était pas. Donc c'était un peu une malfaçon et un vice caché parce qu'en fait, il y a eu un talonnage aussi. Ouais. Tu disais que tu avais vu au moment de l'achat qu'il y avait quand même des trucs bizarres, donc c'était ça en fait. Il y avait Voilà. probablement. Donc il y avait donc une malfaçon qui date de la conception du bateau et un talonnage. Après, reste à savoir si c'était les anciens propriétaires ou ceux d'avant, parce que moi je suis le 4e propriétaire du bateau. Ok. Donc le bateau il a une certaine historique. Donc à savoir à quel moment il aurait talonné, c'est difficile de. Ouais. Enfin c'est difficile de juger quoi. Et alors du coup, donc tu refais le fond de coque pour pouvoir accueillir la quille. Tu refais la quille aussi, comment ça se passe? Non, j'avais pas le budget pour la quille. La quille a été redressée parce qu'en fait, elle était vraiment un peu. Ça se voyait à la nuque, elle était vraiment un peu de travers quand il était sorti de l'eau. Donc ils auraient réussi à redresser un peu la quille quand même, mais je pense que c'est une quille en plomb, donc qui a dû se déformer un petit peu au moment du choc du talonnage et qui reste un peu légèrement voilée. Donc c'est moins qu'avant, mais le bateau a une légère gîte sur bâbord. D'accord. Ok. Et donc ça c'est bon. Enfin, pour toi, c'est maintenant j'imagine que t'as bien solidifié. J'ai vu les images là des travaux. Ça a l'air quand même bien propre maintenant. Ouais. On est passé en fait, si tu veux, on est passé. Il y avait une encoche au niveau de la quille, donc sur la partie les premiers goujons de quille, il y avait avant les travaux, on était à 20 mm d'épaisseur de coque, donc c'était assez léger. On était à 15 mm au niveau de l'encoche sur la partie centrale et 20 mm à l'arrière. Et après travaux, on est passé à 50 mm à l'avant et à l'arrière et 40 mm d'épaisseur de coque euh, sur la partie de l'encoche. L'encoche a été supprimée. Ils ont mis une plaque de monolithique sur la quille pour vraiment avoir la quille d'un seul tenant en fait. Oui, donc là maintenant Et t'es bien tranquille. Là. voilà, maintenant on est bien solide. Ils ont repris la strate à l'intérieur sur toute la varangue, enfin tout du fond de coque d'un bout à l'autre et en venant s'appuyer sur les varangues sur sur les 4 varangues là où est située la quille. D'accord. Donc à ce niveau-là, ouais, c'est solide. La jaumière aussi, elle a été renforcée avec des équerres par rapport à la conception d'origine. Donc là maintenant, ouais, je pense j'arrive à un bateau relativement sain et solide. On a eu quelques mauvaises surprises sur le gréement aussi, qu'on a dû démater pour qui était obligatoire. Enfin, c'est obligatoire de démater quand tu déquilles, parce D'accord. qu'ils veulent pas que le bateau puisse renverser, se tomber. Donc il faut quand tu déquilles, là le port de la Trinité exigeait le retrait du safran et du mât. D'accord. Et sur le mât, en fait, on s'est rendu compte que le réa pour la drisse de spi, il était en tête de mât et par rapport au fractionnement du gréement, il n'était pas prévu pour être aussi haut dans le mât. Il aurait dû être beaucoup plus bas. D'accord. Et j'ai un camarade de Déglénan qui lui a acheté le même bateau, mais qui est basé en Méditerranée et qui a dématé cet été en Méditerranée. D'accord. À cause de Et ça? donc je me À demande, cause de ce problème-là? c'est une pièce au niveau des barres de flèche qui a cassé. Mais si ça se trouve, faudrait que je pose la question, mais je sais pas si t'es sous spi quand il a dématé. D'accord. Donc du coup, tu as pu réparer ça ou c'est quelque chose que tu J'ai feras plus remplacé tard? non, c'est fait. D'accord. J'ai investi sur le gréement, donc j'ai pas remplacé le gréement dormant. Je l'ai fait reviser.
J'ai remplacé les réas, j'ai fait des modifs, j'ai remplacé les drisses, je les ai passés en Dynéma, sauf la drisse de grand voile, parce que comme c'est un mât enrouleur, la drisse de grand voile est protégée en étant dans le mât. Mhm. Les bastacs qui étaient en câble inox, je les ai passés en textile et j'avais hésité à faire passer l'été largable en textile aussi, mais ça faisait un peu cher et j'étais un peu limité niveau budget. Donc éventuellement une prochaine fois. D'accord. Voilà, Et donc du t'es prêt coup, là. euh, une bonne chose de faite, enfin Mm. de bonnes, enfin des étapes de franchie, mais pas encore prêt, on va dire à partir et ni à traverser. Il y a encore d'autres étapes. L'équipement hauturier avec les panneaux solaires, les... Panneaux les... solaires, j'ai déjà, Pas mais c'est déjà? pas assez. Je me suis rendu compte, j'ai 300 watts de panneaux solaires et pour être vraiment autonome, je pense qu'il faudra arriver à 600 watts minimum. D'accord. Passer sur des batteries lithium, parce que le problème des étapes avec la double coque, donc les étapes qui sont des bateaux insubmersibles pour ceux qui connaissent pas, donc qui ont une double coque qui prend beaucoup de place à l'intérieur, donc moins de rangement. Donc le parc à batterie est limité, à moins de condamner un des deux coffres à provision, mais qui sont utiles pour des grosses traversées. Donc l'idée ce serait de passer sur des batteries lithium qui permettraient d'exploiter 100% de la charge et non 70% comme sur des batteries plomb. Donc entre temps, j'ai rencontré j'ai une copine qui m'accompagne, qui elle a commencé ses cours de voile au Glénan aussi. D'accord. Et elle, qui est partante, hein, le projet lui plaît. De toute façon, moi j'étais très clair avec elle. J'ai dit mon projet c'est ça. Soit tu viens, soit je pars quand même. Bon. Donc la mise au clair a été dès le départ. Et bon, elle en tant que femme et privilégiant un peu confort, hygiène, elle a mis, on va dire, un critère, c'est un dessal, pour pas trop se limiter en eau douce, on va dire. D'accord. Donc c'est le dessal, c'est un coût, mais bon, c'est des travaux prévus peut-être dans 2-3 ans. Bah, je pense que c'est important effectivement pour les longues traversées aussi quand même. Voilà. Je pense que c'est pas un investissement pour rien non plus. Ça donne une autonomie en eau douce qui est pas négligeable. Ouais, là-dessus je suis d'accord. Ça évite de stocker des bidons d'eau sur le pont, comme certains font. Donc j'entends là que a priori maintenant le bateau en termes de coque, de gréement, il est plutôt sain parce que tu as fait les réparations qu'il fallait, les révisions qu'il fallait. Maintenant c'est plus des investissements sur l'équipement qui va te permettre de faire les longues traversées. Voilà, du hauturier. On voudrait compléter le jeu de voile avec un spi symétrique, parce que là en termes de jeu de voile, on a donc génois, trinquette, tourmentin sur été largable. On a un Genecker, mais le Genecker qui est bien pour qui est une voile un peu passe-partout, mais qui permet pas vraiment de faire, qui devient inefficace à partir du largue. Donc nous on voudrait avoir une voile qui nous permet de. On a déjà le tangon. Déjà le tangon. Donc on s'est dit éventuellement acheter un spi, le spi plutôt symétrique, même si c'est un peu plus compliqué que la scie. Mais c'est vraiment par peu d'air, ça aide quand même. C'est aussi une voile qui est important. Aller du travers jusqu'à vraiment vent arrière, chose que le asymétrique ne permet pas. Effectivement. Ok, donc encore quelques investissements. Bon, là j'entends que quand même ça reste. Enfin, c'est pas du bonus parce que c'est important, mais voilà, c'est le bateau en lui-même, on dirait qu'il est prêt, quoi. Du coup, Nina, pourquoi Nina? T'as changé de nom? Ouais, alors le bateau j'ai retrouvé un peu l'historique. C'est un bateau qui a été lancé sous pavillon irlandais. Il s'appelait Blom, donc B-L-O-M. Je sais pas si je connais pas la signification de ce nom-là.
Après, il est passé sous pavillon britannique où il a été baptisé c'était, Blue Bottle numéro Ok. 3. Mhm. Les anciens propriétaires, eux, l'avaient rebaptisé Henry Morgan, qui était le nom d'un amiral britannique de la Royal Navy qui était devenu pirate. D'accord. Et Intéressant. Nina, c'est un peu un hommage. C'est de diminutif. Hein, c'était le surnom de Marina, qui était le prénom de ma mère. Donc c'est un peu un D'accord. hommage Notamment. à ma maman. Mhm. En fait, c'est un peu son décès qui a déclenché tout ça et Mhm. qui a fait que je vis aujourd'hui à bord de ce bateau. Donc c'était un peu une sorte d'hommage. D'accord. Donc, oui, vas-y. Et un nom très court à dire à la VHF en cas de problème. Novembre, Pensez à tout. ouais. November India, November Alpha. C'est plutôt simple. Et je pense que Excellent. certains bateaux doivent s'amuser avec des noms à rallonge, doivent s'amuser à. C'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, on pense pas toujours, mais c'est bien. Merci pour le tip. Je pense que ça va aider beaucoup de monde, effectivement. Super. Alors, maintenant, si on revient un peu sur parce que donc, alors au départ, c'était un projet solo, mais j'ai l'impression que maintenant c'est un projet duo, puisque ton Voilà, c'est ami un projet duo. ouais. Et du coup, justement, alors la préparation des marins. Donc, tu m'as parlé des Glénans. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours parce que bon, j'entends une préparation solo au départ. Donc, c'était quoi les formations suivies pour pouvoir partir en Euh, solo? bah, j'ai commencé par plusieurs stages Lénan. Donc Mhm. niveau 1 à Paimpol. Donc c'était un stage de 15 jours. Suivi le mois suivant d'un niveau 2. Donc au départ de Saint-Malo, une semaine. Donc j'ai validé niveau 1, niveau 2 la première année. J'ai fait le choix volontaire de me former en manche. C'est Parce que c'est bien parce que je pense que c'est une zone compliquée. Et du coup, quand c'est une tu zone, sais naviguer effectivement, là, tu sais naviguer ailleurs, quoi. t'es à peu près tranquille, ouais. Mm. C'est une zone très compliquée en termes de courant, de marnage. Et c'est un peu le chemin classique des dépressions qui balaye la Manche. Donc Régulièrement. niveau 1, niveau 2. Donc niveau 1, a priori, on n'est pas censé naviguer par gros temps. On est rentré, à Paimpol. Là, il y avait quand même 8 Beaufort, une mer assez démontée. Effectivement. Donc ça vaccine dès le premier stage. J'étais vacciné en fait. Beaufort 8, ouais, j'ai jamais fait ça. Donc ça doit être Ouais, c'était costaud sport. quoi. En plus, Mm. on était joueurs. Hein. J'avais un super équipage. On est allé sur les Éaux de Bréa, donc il y a une zone assez tourmentée par Beaufort, avant de rebrousser chemin pour rentrer dans le chenal de Paimpol. Mais ouais, c'était Le au moins je formateur savais ce était que OK? c'était. Le Vous format, étiez. le formateur était OK. Mm. On a eu un super formateur, donc j'ai appris énormément de choses dans ce stage de 15 jours. Et après, il a fallu que j'attende le niveau 3 pour vraiment apprendre des nouveaux trucs en fait. D'accord. Et alors, c'est niveau 1, 2, 3 là, des Glénans, c'est par rapport à un truc, pour un programme solo ou c'est juste des cours de voile? C'est les cours de voile. En fait, maintenant, il y a une réforme. Donc, en gros, le niveau 4 te donne l'accès au monitor. Mhm. Je veux dire, il n'y a Donc, pas une formation Glénan spéciale solo? non, 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 Non. c'est vraiment formation équipage. Et puis, c'est bon, la formation Glénan, c'est un peu la voile à l'ancienne, c'est-à-dire compas de relèvement, descendre navigation à la carte avec la règle de CRA, le Mhm. compas et vraiment navigation à l'ancienne, quoi, à l'estime.
ce qui est utile en cas de Ce panne qui est d'instrument. super utile, bien sûr. Ouais. Mais en fait, quand tu fais tu as tes permis moteur ou pas? Parce que moi, j'ai le permis Euh, hauturier où on fait ça, ce travail-là. En tout cas, moi, je l'ai fait sur travail des cartes, compas de relèvement, tout ça, comme tu m'expliques là. Mais est-ce que toi, tu as tes permis moteur du coup? j'ai mon permis côtier. D'accord, J'ai pas passé de hauturier encore. Mais après, est-ce d'accord. que en hauturier, tu le fais en théorique, en cours, ou est-ce que tu le fais en condition, Non, c'est-à-dire non, avec la alors VR un peu démonte? tu es en théorie. Tu es en théorie, du Voilà. coup, voilà. Donc toi, j'entends que finalement, le permis hauturier moteur, pour toi, serait relativement simple, sachant que tu as déjà toute la théorie et même la pratique, en gros, quoi. Donc je Bah, ne suis il même y a pas un sûr peu que de ce soit code, nécessaire. Du coup. Mais bon. il y a un peu de code, il y a un peu de code à réviser quand même, quoi. Mm. Il y a un peu de connaissances à apprendre pour passer le permis côtier. Mais je pense que le permis hauturier, oui, je pense que Mm. avec ma compagne, je pense on va le passer pour histoire d'avoir. Mm. Mm. Ça fait, enfin, ce serait pas un mal entre Mm. guillemets. Mais sachant que la navigation sur carte, je veux dire, dans un bateau qui bouge, c'est autre chose que c'est un bon Dans une salle test. de cours. Voilà. Je veux dire, généralement, c'est comme ça que tu sais si t'as le mal de mer ou pas. C'est ça. Ok. Donc, t'es arrivé jusqu'au niveau 4, c'est ça? Des Glénans? Donc j'ai fait après deux stages de niveau 3 Ok. et après j'ai accéléré le projet, c'est-à-dire j'ai fait un break Mhm. et j'ai fait la formation continue des Glénans, donc qui forment les moniteurs. Ok. J'ai pas validé le niveau 4. J'ai échoué aux épreuves. Euh, enfin, il y a eu, donc je m'étais un peu fâché avec mon équipage. Enfin fâché, on s'était un peu pris la tête. Il y avait peut-être une part de jalousie aussi, sachant que on naviguait en Manche, donc je me souviens d'un mois de mars où on enchaînait les dépressions les unes sur les autres. Et il y avait une part enfin peut-être une part de jalousie parce que moi je suis complètement insensible au mal de mer. Mhm. C'est moi, eux, quand ils devaient descendre à leur tour, faire se positionner sur la carte, les plus forts tenaient 5 minutes et ressortaient et vomissaient leur trip. Et Mhm. moi, ça me faisait ni chaud ni froid. Quoi. Mhm. Mhm. Je suis complètement. J'ai peut-être manqué un peu d'empathie aussi. Parce qu'en fait, je sais pas, je sais pas ce que ça fait d'avoir le mal de mer. Je l'ai jamais eu, Mhm. même dans les pires conditions. Donc on a eu enfin, on a vraiment eu des conditions sport avec le bateau qui s'est couché par des rafales de vent. Euh, Mhm. donc ouais, le mal de mer, je sais que c'est un problème enfin c'est quelque chose qui m'arrivera jamais quoi. Mhm. Je suis naturellement immunisé contre ça. D'accord. Donc j'ai trouvé un peu enfin après c'est vrai, sur l'épreuve, on va dire, ce qui valide le chef de bord, qui permet après l'accès euh, au monitorat. Euh, donc j'ai rasé, enfin je suis passé près d'une balise de nuit, enfin d'une balise cardinale qui était non éclairée en nef de nuit. Donc ils ont jugé que j'ai pris un risque pour le bateau et pour l'équipage. C'est D'accord. vrai qu'on est passé près, on l'a aperçu au loin dans la pénombre du clair de lune. Je savais qu'elle était là, je savais qu'on allait passer près. Et j'ai décidé de passer quand même. Mhm. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas validé mon niveau 4. D'accord. C'était sévère, mais avec le recul, je me dis que c'était justifié, c'était juste. Mhm. Sachant que quelques mois après, il y a un Figaro 3 pendant le Tour de Bretagne à qui il est arrivé la même mésaventure, sauf que lui, il a tapé la balise D'accord. et il a coulé. Ah, ouf. D'accord. D'accord. Donc là, ouais, effectivement, tu te dis, j'ai eu de la chance. Bah en fait, je savais qu'on passait, j'étais sûr de moi, Mhm. même en naviguant à l'ancienne, c'est-à-dire j'avais 3 points de relèvement, j'avais 3 phares et je relevais au compas de relèvement tous les 2 minutes. Et puis Mhm. je voyais mon angle de descente sur la carte en tous les 2 minutes. Je voyais qu'on se rapprochait de la valise, mais j'avais la marge. Pour moi, j'avais la marge de passer. Je sais pas, elle était peut-être à
On est passé près. Ouais, peut-être à une dizaine de longueurs de bateau. Est-ce qu'il y a le moniteur, t'as pas de ce point de vue-là, t'as pas donné d'instruction? Il t'a laissé faire complètement? Il m'a laissé faire. Et je voyais qu'il était pas tranquille, D'accord. mais il m'a pas. C'est le but de l'évaluation. C'était en autonomie. D'accord. Ça fait partie des points, on va dire. Il aurait probablement dit quelque chose s'il voyait que tu allais dedans, quoi. Mais là, il a vu que tu avais cette marge, mais il a considéré que c'était trop risqué. Voilà. Je voyais qu'il était pas tranquille. Moi, je savais que ça passait. Et en fait, il y a eu la discussion. Donc, c'est vrai qu'à un moment, j'ai hésité à virer de bord pour prendre plus de marge et me décaler. Et il y avait un peu la mode. On était 2 bateaux, donc il y avait un peu la mode aussi course avec l'autre bateau. Et donc, faire un bord supplémentaire faisait que on perdait l'avance accumulée par rapport à l'autre bateau. Donc j'étais un peu joueur et et ça m'a coûté le niveau 4, quoi. Ok. Mais bon, avec possibilité de le repasser un jour si tu le veux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était pour toi, jusqu'au niveau 4. Donc déjà, avec 4 niveaux, Glénan, c'est déjà la navigation en autonomie. Voilà. Moi, ce que je voulais, en fait, c'était avoir suffisamment de connaissances pour être autonome ou en équipage réduit sur un voilier, quoi. Avoir suffisamment confiance en moi pour naviguer de manière sereine. Après, il y a toujours les arrivées, les manœuvres de port où on serre toujours un peu les fesses. Grand classique des marins. Voilà, surtout sur un 39 pieds, alors que on s'est formé sur des 31, des bateaux qui sont. Et t'as pas trop pu faire d'étrave, là, j'imagine. J'ai pas trop pu sur d'étrave. Après, le bateau, avec un self-drive, c'est une tripale repliable, donc il y a très peu d'effet de pas. Donc, il se manœuvre pour un bébé de cette taille-là, il se manœuvre quand même plutôt bien. D'accord. Bon. Alors ça, c'était pour toi et pour ton amie. Donc, elle fait aussi, tu disais, des stages Glénan. Ouais, donc elle va aller jusqu'à quel niveau, elle? Là, elle a validé cette année le niveau 1 et 2. D'accord. En fait, je voulais éviter le grand classique de beaucoup de couples qui s'engueulent sur des manœuvres un peu ratées. Donc je voulais, c'était une demande de ma part qu'elle a acceptée, et elle était plutôt pour aussi, qu'elle ait un peu son expérience avant qu'on navigue vraiment tous les deux, quoi. Qu'elle arrive avec un certain niveau et une certaine expérience. Donc elle a validé son niveau 1 et niveau 2 cette année, donc elle a adoré aussi. Au début, elle était un peu réticente dans le sens où elle avait peur de tomber sur un équipage où elle se plaît pas, etc. Et donc en fait, ces 2 stages sont super bien passés. Elle a vraiment adoré. Et donc elle va attaquer le niveau 3 l'année prochaine. D'accord. Et tu veux qu'elle fasse le niveau 4 aussi ou ce sera... Non, ça 3, c'est... okay. Je pense que niveau 3, on commence déjà à avoir une certaine expérience. Et donc on s'est fait une sortie aussi. On était à nous plus un couple d'amis. Donc la fameuse sortie par 35 nœuds établis. Donc c'était un peu un bon test. Donc, c'est bien. Elle n'a pas été malade. À un moment, elle était pas très bien, mais elle a pas vomi ou quoi que ce soit, quoi. D'accord. Donc c'était un bon test aussi. Et l'autre bon test aussi, parce qu'en fait on s'est connus. C'est une histoire un peu récente. Ça fait presque 2 ans. On s'est connus début février 2020, donc très peu de temps avant le confinement. Et on a choisi de se confiner tous les deux à bord du voilier. Ok. Qui était à l'eau. Donc voilà, qui était à l'eau. Donc on pouvait pas sortir parce qu'il y avait interdiction de naviguer. Mais c'est quand même un bon test en termes de vivre à 2 sur un espace aussi restreint. Voilà, on se connaissait à peine. Donc c'était un bon test en termes de il y a beaucoup de couples qui ont explosé pendant le confinement. Et nous, ça va être c'est plutôt ce qui a marqué le début de notre histoire, en fait, quoi. Super. Génial. Et du coup,
retrouver. Alors là, on a parlé du bateau, on a parlé des formations. Euh, mais j'ai entendu, tu as dit à un moment donné, par exemple, tu parlais du dessalinisateur là qui serait installé Ouais. d'ici 2-3 ans. Ça veut dire que le départ, il n'est pas prévu pour tout de suite. Non, 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 non. En fait, disons le budget que j'avais pour préparer le bateau après l'achat, il est déjà bouffé. Ouais, il a Et explosé avec tous les travaux. ouais, sachant que moi en plus, je suis dans la restauration, qui a été le secteur le plus touché Ouais. avec le Covid. Entre les travaux de l'été dernier et ceux de cette année, entre les deux, j'ai pas eu le temps de refaire ma case de bord. D'accord. Donc autant le bateau, je l'ai acheté comptant, cash. D'accord. Autant j'ai fait quelque chose que je m'étais juré de pas faire. J'ai dû emprunter, j'ai dû faire un prêt personnel pour financer ces travaux-là en fait. D'accord. Et alors du coup, on peut y venir. Tu avais aussi, je crois, lancé une cagnotte. Tu veux lancer un appel là-dessus ou est-ce que c'est quelque chose? Vas-y. Oui, pourquoi pas. La cagnotte a été créée, donc elle n'a pas vraiment fonctionné. Donc au début, les premiers devis, on avait, on va dire, hypothèse pessimiste. On tablait sur 8 000 euros de travaux. En fait, on arrive quasiment à 15 000 euros de travaux, la facture totale. Si on rajoute en plus les frais de matage, dématage et les travaux qui ont été effectués sur le mât, rien que pour cette année, on arrive à 17 000 euros de travaux. Donc ça fait mal. Donc du coup, ça retarde. Alors que on avait fait les comptes un peu l'année dernière après les travaux. En gros, 17 000 euros, c'est ce qu'on prévoyait en termes d'équipement et à acheter et de travaux à faire pour compléter la préparation du bateau. D'accord. C'est pour ça du coup tu décales parce qu'il y avait une date au départ ou est-ce que du coup vous êtes maintenant en train un peu de décaler pour pouvoir justement vous remettre à flot? Moi, j'aurais bien aimé partir éventuellement. Je crois que la date c'était l'automne prochain ou l'automne 2023. Et donc là, on serait plutôt sur 2024-2025. D'accord. Alors, tu as eu cette idée de cagnotte, mais alors qu'est-ce que parce qu'il faut une contrepartie en général quand tu demandes des sous. Qu'est-ce que c'est la contrepartie que tu offres à ceux qui participeraient à ta cagnotte? Effectivement, c'est plusieurs personnes sur Instagram on dit que je devrais lancer une cagnotte et eux qui suivent le compte et qui suivent un peu l'histoire du bateau, on dit que si je crée une cagnotte, eux verseraient. Donc, du coup, je l'ai créé. Après la contrepartie, on avait proposé des sorties avec nous en côtier, genre éventuellement Bec-Quiberon, Belle-Île, Tédic, éventuellement Croix. D'accord. Donc des navigations. Des navigations, voilà. D'accord. Invitation à bord, à nos frais, à nos charges et pour quelques jours de croisière en côtier, quoi. Alors parce que bon là, après quand tu fais appel à ça, les gens sont pas forcément sur la côte. Non. Du coup, parce que j'ai vu que tu as un logo. Est-ce que tu prévois des produits un peu dérivés que tu pourrais aussi proposer Je sais que certains le font. Non, le logo c'était plutôt pour le compte Instagram et plutôt pour. On avait créé un blog mais qui est suspendu pour l'instant parce que j'ai pas eu trop de temps de m'en occuper, qui sera peut-être remis en ligne et réalimenté plus tard. Mais ouais, on s'est amusé à faire un petit logo. Tu pourrais envisager par exemple des t-shirts. Tu dis si tu me donnes 50 €, un t-shirt. Ouais, éventuellement. Après, on l'aurait fait peut-être
parce que le projet c'est un duo, mais on sait que pour les traverser, je pense on prendra des équipiers, éventuellement un autre couple. J'ai déjà des couples d'amis qui sont plus ou moins volontaires pour faire une partie du trajet, éventuellement un convoyage jusqu'aux Canaries, et peut-être après la transat jusqu'aux Antilles. D'accord. Et du coup, c'est quoi? Oui, ouais, vas-y. Parce que c'est vrai qu'à 4, c'est quand même plus confort qu'à 2. Ça permet de faire des roulements et mise en place de cars. Donc c'est moins éprouvant que naviguer à 2. Alors justement, les navigations là, ça sera. J'entends parler des Canaries et d'une transat. C'est-à-dire que c'est ça la première étape, c'est de passer de l'autre côté de l'Atlantique. La première étape du projet, ouais, c'est ça. Après, en attendant, je pense qu'on va plutôt naviguer le long de la côte bretonne. Cette année, j'ai un peu écumé toute la côte sud, c'est-à-dire de la pointe de Pinmar jusqu'à l'estuaire de la Loire. Après, avec la formation Glénan, je connais relativement bien déjà la côte nord, c'est-à-dire de Roscoff jusqu'à Granville. Donc c'est un beau terrain de jeu aussi. Je pense que j'aimerais bien faire aussi un peu la mer d'Iroise, de Pinmar jusqu'à Roscoff. Donc, là où il y a des coins sympas et c'est assez technique aussi, avec il y a des beaux courants là, ouais. Le Ratsin aussi. Et puis éventuellement pousser jusqu'aux îles Scilly. Donc très sympa. faire des premières un peu naves, un peu hauturières, et éventuellement aussi une transmanche en préparation. Enfin, en guise de test. Et puis avant vraiment de partir, peut-être traverser une ou deux fois aller-retour le golfe de Gascogne. Ça peut être, c'est un bon exercice aussi. Ouais, je pense aussi. Ouais. J'ai fait la Fastnet là et on passe au large des Scilly là. C'est vrai que ça a l'air très très sympa les Scilly. Pour le coup, je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter. De s'arrêter, ouais. Ouais. Alors, on a parlé de tes formations. Comment tu prépares une nave, toi? Donc, quel fichier météo tu utilises? Est-ce que tu as une application favorite? Comment ça se passe? Il y a rien de très novateur sur ma façon de préparer une nave. Effectivement, je regarde l'application Windy où il y a plusieurs modèles. Donc je compare les différents modèles. Après, je relève toujours aussi le bulletin officiel marin Météo France. Ça, c'est un réflexe que s'il y a BMS ou pas. Après, BMS, je suis déjà sorti par BMS. D'accord. Ça ne me dérange pas spécialement de sortir par BMS. Donc, mais on prépare à l'avance les télargables, la voilure adaptée. Forcément, je vais regarder aussi la houle, les vagues et forcément le marée, les marées. Courant. Avec les courants. Ouais, marée et courant. Après, généralement, je prévois déjà un port d'arrivée et je prévois toujours aussi un port, une arrivée de secours, un port où si on doit se dérouter, je prévois un itinéraire, un abri, ouais, un plan B avec un calcul de marée adéquat pour un itinéraire B en fait, quoi. Est-ce que parce qu'on a parlé des formations, est-ce que tu as ton certificat radio? Non, je l'ai pas passé. D'accord. Quand j'ai dû changer de MMSI quand j'ai acheté le bateau, parce que du coup il était sous pavillon britannique, donc moi je l'ai francisé et j'ai obtenu un nouveau MMSI pour la VHF. Je pense que je vais le passer comme le permis hauturier. Ça fait partie des petites formations. Et est-ce que tu as une formation sécurité? Alors, par exemple, quand tu fais une transat, mais alors plutôt dans un mode course, là, t'as une formation obligatoire de sécurité. Oui. Là. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire? Je pense qu'on le fera aussi, ouais. Ça fait partie des petits projets
formation secourisme aussi. Même si, hein, je veux dire, la compagne d'un de mes meilleurs amis avec qui on prévoit au moins faire la première partie de la transat, elle est médecin. Mais c'est quand même bien d'avoir quelques bases en secourisme. Secourisme. Ouais. D'accord. Bon. Super. Après, sinon, pour la partie un peu tout ce qui était météo, je pense j'ai le niveau nécessaire. Donc je pense que c'est un des points. On attend de voir ce que va donner le fameux Starlink d'Elon Musk, voir si ce sera possible pour les bateaux ou si on va se contenter de la petite, de l'Iridium Go classique. Ouais. Moi, j'ai l'expérience de l'Iridium, ça marche pas top. Enfin, à chaque fois qu'on a voulu l'utiliser, on s'est rabattu sur des zones plus restreintes avec du GFS only, parce que dès qu'on voulait prendre des fichiers météo un peu plus costauds, c'était galère. Mais bon, on n'a peut-être pas la patience en même temps. Donc après, c'est vrai que je suis un gros joueur de Virtual Regatta où on suit je télécharge, ce qui m'a permis un peu de me mettre le nez dans le routage. Donc en utilisant différents routeurs, télécharger les fichiers météo toutes les 6 heures et d'optimiser la route par rapport à ça. T'as terminé la Transat Jacques Fabre là ou quoi? Pas encore. Je pense que j'ai fait les 4. Je veux dire en classe 40 et en Ocean 50, ça marche plutôt bien. Par contre, j'ai pris les mauvaises options dès le départ en ultime et en IMOCA. Non. En IMOCA, j'ai pris la route ouest dès le départ, donc ça m'a un peu planté. Après, j'ai fait des mauvais choix, on va dire stratégiques pour le passage des Canaries en ultime, où j'ai enchaîné trop d'empannage et j'ai dégringolé dans le classement. D'accord. Donc les arrivées, on va dire, peut-être dans 2-3 jours en ultime, 3-4 jours en Ocean 50. D'accord. Et IMOCA classe 40, il y a encore un peu de temps. Ok. Ah, c'est bien. Moi, j'avoue que je participe pas, mais c'est toujours assez sympa, effectivement, de pouvoir participer de cette manière-là. Du coup, écoute, on va conclure. Et j'aime bien conclure avec les conseils. Alors, j'aime bien demander à mes invités ce qu'ils conseillent de faire et de ne pas faire dans ce genre de projet. De partir, et puis dans ton cas, c'est de partir faire une transat et probablement un tour du monde. Qu'est-ce que tu conseilles alors? Après, les conseils que je peux donner, c'est assez personnel, c'est se poser des questions, c'est un peu le cheminement du choix de vie que j'ai fait. Parce que moi, il y avait une part de très personnel, après il y avait une part pas politique, mais on va dire un peu anti-système aussi. Le fait d'habiter sur un voilier où on se place volontairement un peu à la marge de la société. Donc il faut assumer ce côté-là. Après, on peut le faire pour différentes raisons. Moi, clairement, je l'ai fait parce que en gros, je rentrais pas dans les cases de notre société un peu trop fermée. Et donc, quelque part, je me suis créé ma propre case. D'accord. Donc, l'importance de bien se préparer, de bien connaître ce qu'on veut, etc. Donc après, tester, parce que ça dépend si les gens partent de Méditerranée ou partent de Bretagne. Donc moi, j'ai choisi un bateau qui est relativement confortable, bien isolé, où ça va être mon troisième hiver à bord. J'ai jamais eu froid, j'ai jamais eu très peu de condensation, très peu d'humidité. Donc ça, c'est un critère qui a son importance aussi, surtout dans la phase de préparation. Parce qu'après, une fois aux Antilles,
Je veux dire, on s'en moque un peu, quoique l'isolation, c'est un double sens, c'est-à-dire Ça le protège bateau du a chaud tendance à aussi. voilà, Mm, il a tendance, même l'été, il a tendance à conserver la fraîcheur de la nuit et de la restituer pendant une grosse partie de la journée. mm, mm. Euh, donc, pour l'achat du bateau, on va dire, sélectionner le bateau qui correspond à vos besoins. Faites pas comme moi, faites appel à un expert. Donc ça, Ouais, maintenant, c'est quelque chose. expertise du Voilà. bateau. Ton prochain Avec bateau, le il y aura une recul, expertise. j'ai pas prévu de le changer, mais oui, il y aura Mm, une expertise. Parce que à défaut de pouvoir se retourner contre l'ancien propriétaire pour vice caché, parce que moi j'en ai eu quand même, j'ai eu la quille, j'ai eu le safran, et j'ai eu sur le moteur aussi, il y avait un double alternateur, et en fait le support du deuxième alternateur avait déjà cassé. Ils avaient colmaté ça avec une sorte de résine mhm. qu'ils avaient repeint en verre Volvo. Et mais avec les vibrations, en fait, l'alternateur tenait que par une vis et la vis a fini par péter, quoi. Mm, Donc c'était un beau vis caché aussi. mm, mm, Mais après, ça, un expert ne l'aurait pas vu non plus. mm, mm, mm. Mais en cas de problème, vous pouvez, sachant que les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, donc en termes de poursuite, ça aurait été compliqué. Mm. Euh, À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on se retourne vers l'expert. Si jamais tu as un problème, ton problème voilà. de qui là, c'est l'expert qui Dans va. ce cas-là, c'est l'expert. Ouais, voilà. Mhm. L'expert, il aurait mis en garde, ou pas. Mais en cas de souci, on peut se retourner contre l'expert, Mhm. effectivement. Après, moi, je me suis renseigné. Les délais pour vice caché, c'est 2 ans. Donc là, l'acquis, le délai a été dépassé. Euh, et puis plus le fait que le bateau était avant sous pavillon britannique et maintenant il est sous pavillon français, donc ça complique un peu les poursuites si jamais je voulais me Mhm. retourner contre les anciens propriétaires. Et sachant aussi que maintenant, faut se méfier d'acheter un pavillon britannique, sachant que comme ils sont plus dans l'Union européenne, si vous voulez le franciser, la TVA vous sera réclamée. D'accord. Donc moi, Ah, c'est fait juste à temps. intéressant ça. Mhm. Donc ça, c'est un point qui me paraît important parce que je Mhm. connais quelqu'un qui a le souci actuellement. Il a acheté un pavillon, un bateau sous pavillon britannique, mais après le Brexit, enfin la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et donc du coup maintenant, les douanes françaises lui réclament la TVA. C'est combien? 20, 20, 20? C'est 20%, hein, 20, Ah ouais. 21%. Ouais, ça fait Donc une sacrée différence, effectivement. ça fait une sacrée différence. Ouais. Mhm. D'accord. Super. Intéressant. Ok. Euh, voilà pour les conseils en termes d'achat. Mhm. Euh, Après, le côté formation, hein, je veux dire, euh, Les Glénans, une école que tu recommandes. oui, c'est une bonne école. Mhm. Ça te donne des bases solides. C'est pas forcément pour faire du hauturier, mais ça donne des bases en termes de compréhension de la voile, c'est-à-dire l'équilibre des forces sur un bateau, réglage de voile, choix de la voilure, navigation un peu à l'ancienne avec la règle de Kra, le compas. Mhm. Euh, ouais, c'est une bonne école. C'était vraiment une base solide. Mhm. Donc, D'accord. malgré mon échec, je recommande l'école des Glénans. Très bien. Bah, ils vont être contents. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager par rapport à tout ça? Euh, Effectivement, c'est les passionnés de voile qui veulent aider un jeune couple sur leur projet, ils peuvent se rendre sur le compte Instagram. Donc, Mhm. c'est sailing.nina. Et On va mettre tous tes comptes. Je sais pas, t'as que Instagram ou t'as aussi un compte Facebook ou... non, j'ai que un compte Instagram. D'accord. Bah, on va mettre le lien vers le compte Instagram sur la promo du podcast.
D'accord. Donc voilà, s'ils veulent participer à la cagnotte, qui a pas rencontré un franc succès jusqu'à présent, mais bah c'est le bienvenu. Et puis s'il y a d'autres marins ou d'autres personnes passionnées qui sont du côté de la fraternité, qui veulent passer nous saluer, ils sont le bienvenu aussi. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.